Allez, on plonge directement dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un thriller psychologique vraiment profond. C'est l'histoire d'un traumatisme vieux de 10 ans qui trouve enfin sa résolution. Et le truc incroyable, c'est que ça ne passe pas par la violence, mais par l'empathie pure et le pardon. C'est le genre de récit qui nous rappelle à quel point le passé peut s'accrocher à nous, mais surtout comment on peut finir par s'en libérer. Donnez-moi la balle en argent pour que je devienne un ange. Waouh! Cette réplique, elle fait vraiment froid dans le dos, pas vrai? Ça pose immédiatement l'ambiance. C'est la phrase d'un tueur qui refait surface, un homme complètement perdu entre la réalité et ses délires macabres. On va voir ensemble ce qui se cache réellement derrière cette détresse psychologique. Ce qui nous amène directement à notre première partie, le poids du passé. Tout commence avec une douleur qui ne dit pas son nom, celle de la détective Saeko Nogami. Regardez un peu cette chronologie, c'est littéralement le fardeau qu'elle porte tous les jours. Depuis le meurtre de son partenaire, Makimura, en 92 à la suite d'une dispute toute bête, elle se recueille inlassablement sur sa tombe. Mais le détail qui tue, c'est ce qu'elle ignore. Kaori, la sœur de la victime, a secrètement caché la bague de fiançailles que Makimura voulait lui offrir. Un geste super protecteur en fait, pour éviter que Saeko ne reste prisonnière de ses regrets pour le restant de ses jours. Et puis vient la partie 2, le spectre de Toyama. Imaginez le choc. Cette blessure qui commence à peine à cicatriser se rouvre brutalement. Le corps d'une jeune femme est retrouvé exactement là où Makimura a perdu la vie, sur le fameux pont de l'Arc-en-Ciel. Et juste à côté, le code XYZ. Vous savez, ce fameux appel à l'aide. Eh bien là, il est complètement détourné. C'est transformé en une sorte de cadeau d'anniversaire funèbre, un véritable crachat au visage de Saeko. On bascule alors dans la troisième partie, pris dans l'illusion. Alors on peut se demander comment quelqu'un peut-il sombrer dans une telle folie. Le déclic pour comprendre ce tueur de 25 ans, Kazuma Toyama, il est en fait purement médical. Il souffre d'une encéphalopathie hépatique. En gros, c'est une maladie du foie en phase terminale qui attaque directement le cerveau. C'est cette dégradation physique, littéralement son corps qui lâche, qui provoque sa rupture totale et irrémédiable avec la réalité. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, la vraie vie, c'est un enfant abandonné, totalement brisé, qui est en train de mourir d'une cirrhose. De l'autre, son délire absolu, il est persuadé d'être Dieter, un démon échappé du jeu vidéo Devil Claw, en quête d'une mort qu'il juge sacrée. Complètement prisonnier de ce fantasme numérique, il prend Saeko pour un personnage nommé Lady Helena. Il planifie sa propre fin avec un mot de passe tragique, Saeko 39. Allez, on passe à la partie 4, le cœur de Kaori. Si on suit la piste sanglante de Toyama, on part de l'assassinat de Makimura il y a 10 ans jusqu'à ce meurtre récent sur le pont. Dans sa tête malade, il est persuadé que toute cette violence est une forme d'amour possessif. Sauf que, au moment où il décide de changer de cible et de s'en prendre à la fille adoptive de Ryo Saeba, la jeune Jiangying, il va faire une erreur monumentale. Il sous-estime totalement à qui il a affaire. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir comment chacun réagit face à lui. Saeko, évidemment, elle est rongée par un besoin viscéral de se venger. C'est humain. Ryo, lui, prend un risque hallucinant, un risque calculé, en laissant sa fille affronter ce tueur. Le but, qu'elle puisse purger un traumatisme qu'elle a hérité. Et Xiangying, guidée par le cœur de Kaori qui bat littéralement dans sa poitrine, elle va répondre d'une façon inattendue, avec une empathie farouchement protectrice. Grâce à ses instincts de tueuse d'élite, Xiangying cerne la menace en un quart de seconde. Et là, surprise, elle ne sent aucune aura meurtrière. Rien du tout. Ce qu'elle sent, c'est juste l'odeur âcre de la bile. Elle percute instantanément que l'homme terrifiant qu'on décrit n'est plus qu'un pauvre type mourant, complètement dévoré par la maladie. On entre dans le vif du sujet avec la partie 5, le miracle de Shinjuku. Cette espèce de lucidité glaçante de Xiangying nous emmène droit vers un face-à-face explosif. Rongé par son encéphalopathie, Toyama transforme littéralement la ville en un terrain de jeu mortel. Il fait péter un studio de production, prend des otages dans un parc bourré de mines et fait du chantage à Saeko. Son objectif ultime, pousser l'inspectrice à bout pour qu'elle lui tire dessus, qu'elle lui donne cette fameuse balle en argent. C'est le cas d'école tragique du suicide par flic interposé. Mais voilà, au beau milieu de tout ce chaos sur le pont de l'Arc-en-Ciel, la façade craque. Le redoutable tueur en série s'efface. Il redevient ce qu'il a toujours été au fond de lui, un petit garçon frigorifié, totalement négligé, qui attend désespérément ses parents sous les cerisiers. Un gamin qui crève d'envie d'être aimé. Et c'est exactement là que la magie opère. Poussée par l'âme de maman Kaori, Xiangying s'interpose. Mais pas avec la force. Elle le fiche sur place avec une empathie maternelle tellement profonde que ça le paralyse complètement. Le détonateur est bloqué, l'explosion est évitée. Et tout ça sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Incroyable. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, une bague pour l'éternité.
On arrive à la résolution et c'est là qu'on assiste à un refus catégorique de prendre la voie facile. Saeko, avec l'esprit de Kaori pour la soutenir, refuse tout simplement d'abattre Toyama. Pas question de lui offrir cet échappatoire en argent. Le message est hyper fort, la mort ne sera pas un confort. Cet homme brisé va devoir rester en vie et faire face, tous les jours, à la froide réalité des vies qu'il a impitoyablement détruites. L'intervention de Ryo est tout aussi cruciale. Plutôt que de laisser la vengeance l'emporter, il impose un véritable acte de rédemption. En faisant ça, il empêche Saeko de franchir la ligne et de devenir une meurtrière. Il la pousse en fait à choisir la vie, honorant ainsi la véritable mémoire de Makimura. 10 ans. Il aura fallu attendre exactement 10 longues années. Une décennie entière d'un deuil silencieux, étouffant et écrasant. Et c'est là, devant la tombe de Makimura, que l'armure se fissure enfin. Saeko, celle qu'on surnomme la commissaire de fer, s'effondre. Elle lâche enfin prise sur cette douleur immense qu'elle retenait depuis tout ce temps. Et c'est le moment précis que choisissent Kaori et Ryo pour lui remettre le fameux écrin, la bague de fiançailles, celle que Makimura destinait à sa tête de mule adorée, est enfin entre ses mains. Ce petit objet, resté caché pendant une décennie, va instantanément transformer l'obsession dévorante de Saeko en une paix immense. Fragile, un peu douloureuse certes, mais incroyablement belle. On va conclure cette analyse avec une question toute simple, mais qui trotte sérieusement dans la tête. La véritable paix, est-ce qu'on la trouve dans cette vengeance qu'on traque sans répit? Ou bien est-ce qu'elle apparaît quand on accepte enfin de faire la paix avec les fantômes de notre passé? Ça donne matière à réfléchir, non? En tout cas, ça nous rappelle une belle leçon. Pour pouvoir un jour embrasser l'avenir, il faut d'abord avoir le courage de pardonner au passé.